Ouais, ça a l'air. Bonjour. Parfait. Ravi de vous accueillir pour cette seconde journée des web-séries organisées par l'ADI et par France Travail Occitanie. Euh, pour ceux qui m'ont vu hier, je vais quand même me renommer. Je suis Joël Mézaille, je suis salarié de l'ADI et je vous accompagne tout au long de cette semaine de web-séries qui, comme on l'a vu hier, s'annonce riche en échanges. Alors, quelques mots sur les web-séries. Alors que vous soyez au début de votre projet entrepreneurial ou déjà en activité, l'objectif des web-séries, il est simple, c'est vous accompagner dans vos démarches essentielles et vous apporter des réponses claires sur des sujets clés. On a eu hier François Gentric de l'ADI qui est venu vous présenter le business plan 100% digital et on aura tout au long de la semaine l'URSSAF Languedoc-Roussillon qui est aujourd'hui parmi nous. Et on aura dans la semaine la CARSAT Midi-Pyrénées et l'assurance maladie. Alors, avant de donner la parole à Sébastien Francou et Léo Astruc, je vais quand même vous rappeler quelques règles de bonne conduite pour le webinaire. La première chose, c'est vous dire que le webinaire il est enregistré et qu'il vous sera transmis dans la journée le replay ainsi que le support de présentation. Ensuite, vous avez la possibilité de poser vos questions sur le chat. Alors aujourd'hui, par contre, on ne répondra pas en direct dans le chat. Par contre, on aura des temps de pause où on pourra exposer toutes vos questions de façon orale et avec des réponses orales. Voilà. Donc, n'hésitez pas qu'à m'écrire vos questions sur le chat, je les prendrai en compte. Alors, je vois que dans le chat que certains n'ont pas eu le replay d'hier. Je vous mettrai le lien dans le chat juste après mon introduction. Également, les questions, on répondra aux questions généralistes. On ne va pas rentrer sur les questions individuelles. Ce serait trop compliqué puisqu'on est plus de 500 participants aujourd'hui. Voilà. Sur ce, je donne la parole à Léo et Sébastien pour ce webinaire. À vous, messieurs. Merci Joël. Merci Joël. Bonjour à tout le monde. Merci de cette affluence. Il y a beaucoup de monde, on est très contents. Merci à l'ADI également d'être notre partenaire. C'est toujours sympa de participer à leurs événements. Donc, je m'appelle Sébastien, je suis un des référents sur la plateforme téléphonique à l'accueil sur le site de Montpellier. Et moi, c'est Léo, du coup, et je suis conseiller offre de services sur la plateforme des travailleurs indépendants depuis 1 an et demi déjà. Voilà. Donc, il connaît plein de subtilités techniques sur l'ensemble du statut. Donc, on va vous faire le détail de tout ça. Bien entendu, bon, je fais juste, j'en reparlerai. Sachez que s'il y a des questions spécifiques, si vous pouvez vous déplacer, venez directement sur Montpellier, on vous reçoit avec plaisir. Vous pouvez effectivement faire des demandes aussi sur le site de l'URSSAF, même si vous n'avez pas de compte créé. Vous pouvez nous contacter via le 3698, le live chat aussi, Léo. Oui, tu parlais du site. En fait, il faut passer par le formulaire de contact. Vous avez un formulaire de contact en bas, nous contacter tout simplement. Et comme tu le disais, il n'y a pas besoin d'avoir un statut juridique d'auto-entrepreneur pour nous poser des questions par rapport à ce statut. Donc, nous, on est vraiment du front et notre métier, c'est vraiment d'accompagner les gens, de les renseigner sur leur situation. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec nous. Je vais commencer je vais introduire un petit peu le PowerPoint. Donc, l'URSSAF, vous savez bien, c'est le moteur de la protection sociale, en tout cas de la redistribution en fait aux différents partenaires du service public et de la protection sociale, sécurité sociale en général. On collecte, on reverse en moins de 5 heures en fait le montant des encaissements aux différents organismes. On est là pour accompagner et conseiller, et bien entendu, on participe aussi au respect de l'équité entre les entreprises. On fait de la prévention pour sensibiliser les entreprises dans le respect de leurs déclarations. Les inspecteurs qui font des contrôles font aussi des procédures ils expliquent très très bien aux gens, ils vont sur site et ils font une petite expertise pour éviter qu'il y ait un contrôle qui soit positionné. Donc il y a de la prévention avant le contrôle.
On est à peu près 16 000 collaborateurs répartis sur le territoire français. Du coup, voilà, on a plusieurs antennes. Je vous ai dit, on est sur Montpellier. On en a une à Nîmes, on en a une à Béziers, une autre à Perpignan, une autre à Carcassonne également. Celles-ci, elles sont la plupart du temps sur rendez-vous. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre espace pour voir un petit peu le détail des possibilités. Et après, il y a plein d'autres canaux disponibles. Et nous, on a gardé, ça c'est une des subtilités de la sécurité sociale, on a gardé l'ancien découpage régional du coup. Donc nous, on travaille pour l'URSSAF Languedoc-Roussillon et pas l'URSSAF Occitanie du coup. C'est le cas également des autres organismes de sécurité sociale. Voilà. Et URSSAF, ça veut dire, parce que c'est un sigle, on ne sait pas toujours ce que ça signifie, c'est l'Union de recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales. Merci beaucoup. Donc au sommaire, on ne va pas le détailler en particulier, mais pas mal de choses. Hein. Donc on va commencer tout de suite par les interlocuteurs. Tout simplement, vous êtes travailleur indépendant, artisan, commerçant, profession libérale ou non réglementée. Donc là, vos interlocuteurs, ça va être pour votre protection sociale, bien entendu, l'URSSAF en passant par le site autoentrepreneur.ursaf.fr ou bien la CPM, l'assurance maladie via amélie.fr ou également la retraite. Tout le monde est rattaché maintenant au régime général, donc ça sera la CARSAT qui va s'occuper de ça. Si on est profession libérale qui relève de la CPM, la seule différence, c'est qu'on relèvera de la CIPAV pour la liquidation de vos droits à retraite. Donc l'URSSAF a récupéré en fait l'ensemble des cotisations et la CIPAV, elle, se charge principalement maintenant du reversement de la pension retraite. Je passe assez rapidement sur ça, les conditions et les principes. Donc c'est Léo qui va vous les présenter. Donc là, on attaque à proprement parler le statut d'auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur selon l'appellation. Donc l'auto-entrepreneur, il exerce sous un statut juridique qui est le statut de l'entreprise individuelle. Il y a deux types d'entreprises individuelles. La première qu'on ne va pas évoquer aujourd'hui, qui est l'entreprise individuelle au régime réel, qui est un régime fiscal du coup qui permet une déduction des frais professionnels et qui a une comptabilité particulière et complexe. Et l'entreprise individuelle qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le régime de la micro-entreprise au régime micro-social et micro-fiscal. Pour pouvoir bénéficier de ce statut, il ne faut pas dépasser un certain plafond de chiffre d'affaires. Vous les avez du coup sur ce diaporama. Dans le cadre de la vente de marchandises, il ne faut pas dépasser le plafond de 188 700 €. Et pour la prestation de service, quelle qu'elle soit, du coup, que ce soit la prestation de service artisanale ou les bénéfices non commerciaux qui sont la plupart du temps des professions libérales, le plafond est à 77 700. Attention, du coup, par rapport à ce plafond, il faut le dépasser 2 années de suite, du coup, pour ne plus pouvoir garder le statut de micro-entrepreneur. Et si on commence en cours d'année, évidemment, on proratise le chiffre d'affaires, du coup, par rapport à la date de début d'activité. Pour la TVA, c'est pareil, il y a des plafonds qu'il faut respecter pour rester dans ce qu'on appelle la franchise de TVA, c'est-à-dire ne pas avoir à la facturer à ses clients, mais également ne pas pouvoir la récupérer sur ses achats professionnels. Les plafonds, du coup, qui sont applicables depuis le 1er janvier 2025, c'est du coup 85 000 € pour les activités de vente de marchandises et 37 500 € pour les prestations de services, du coup. Donc, ces plafonds-là, si on les dépasse en cours d'année, on est assujetti à la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, l'année suivante. Il y a également des plafonds plus élevés, du coup, pour si jamais on dépasse ces plafonds, qui sont, du coup, on les a là juste en dessous, c'est du coup 93 500 pour la vente et 41 250 pour la prestation de service. Cela, si on les dépasse, dès la facture de dépassement, on est directement assujetti à la TVA. Donc ça, c'est important de le savoir parce que du coup, il faut demander au niveau du service d'impôt des entreprises un numéro de TVA intracommunautaire. Et comme je le précisais, sur le statut d'auto-entrepreneur, malheureusement, il n'y a pas de déduction de charges ni d'amortissement de matériel. La seule déduction de charges, elle se situe du coup au niveau de la base
dont les impôts tiennent compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Il y a ce qu'on appelle un amortissement sur la base que eux calculent, qui est par exemple de 50% du coup pour ce qui concerne les prestations de services artisanales et commerciales. Voilà. Ensuite, du coup, nous avons la première démarche administrative que doivent faire les auto-entrepreneurs, c'est-à-dire immatriculer l'auto-entreprise. Alors, depuis 2023, ça passe par ce qu'on appelle le guichet unique de formalité des entreprises, le site de l'Institut national de la propriété industrielle. Vous avez le lien URL du coup qui est mis sur le diaporama, formalité.entreprise.gouv.fr. Donc depuis ce portail internet, vous pouvez du coup créer votre auto-entreprise en rentrant vos informations personnelles et à la fin, vous avez ce qu'on appelle une signature électronique à faire au niveau de ce guichet pour valider la création de la formalité. Dès que vous avez créé l'auto-entreprise, sous 8 à 15 jours, vous recevez votre numéro ciré et ensuite, vous avez un délai qui peut aller de 4 à 6 semaines pour ce qu'on appelle l'affiliation à l'URSSAF, à la Sécurité sociale des indépendants. Donc, c'est à partir du moment où vous recevez un courrier de l'URSSAF que vous pouvez créer votre compte en ligne. Du coup. Et évidemment, cette immatriculation, elle permet d'être enregistré au registre national des entreprises au niveau de l'INSEE. Donc, à partir du moment où vous avez créé votre auto-entreprise, toutes les données sont envoyées du coup à tous les organismes qui peuvent être concernés, dont l'INSEE, les impôts. Vous les avez du coup tous dans le diaporama précédent. Ce qui est bon à savoir, du coup, quand on crée une auto-entreprise, c'est qu'il y a des fois des obligations pour certaines activités. Notamment, il arrive qu'on doive avoir, dans certains métiers de l'artisanat notamment, une qualification professionnelle, notamment un diplôme qui est requis. Et il faut aussi avoir une assurance professionnelle, du coup, notamment, par exemple, la garantie décennale pour les artisans du bâtiment. Ouais. Si vous avez des clients qui sont des particuliers, vous devez adhérer à ce qu'on appelle un dispositif de médiation. C'est obligatoire dans le code de la consommation parce qu'il faut que le consommateur puisse saisir du coup un médiateur en cas de litige commercial avec vous qui êtes le professionnel du coup. Voilà, vous avez des fédérations de médiateurs de la consommation auxquelles vous pouvez adhérer pour avoir un médiateur. Pour votre activité professionnelle, c'est obligatoire d'ailleurs de le mentionner sur ces factures, sur votre site internet et sur toutes vos communications que vous pouvez avoir. On est à 12 minutes. Est-ce que, Joël, tu veux nous faire part de quelques questions générales déjà qui sont posées? Ça a pas mal déroulé, j'ai vu. Ouais. La TVA, je sais que je vous ai mis un petit screen. Je sais que c'est vrai que la TVA, ça relève principalement des impôts. Donc, on renvoie souvent les gens à ce titre auprès d'eux, car c'est eux qui le recouvrent et qui fournissent ce numéro intracommunautaire. J'ai vu également un passage sur la MSA. Donc, oui, quand ça relève de la MSA, si vous êtes affilié à MSA, là, par contre, vous ne releverez pas de l'URSSAF au titre de cette activité. Donc, il faut se rapprocher d'eux par rapport à ça. J'ai vu une question également. Oui. L'immatriculation. Vas-y. S'il fallait passer par la Chambre des métiers avant l'INPI, non. Maintenant, c'est l'INPI qui centralise toutes les démarches. Donc, la Chambre des métiers, on peut les mandater pour faire la démarche d'immatriculation. Ça, c'est possible. Ils le font si jamais on les rémunère pour ça. Je crois que ça coûte entre 50 et 60 euros pour qu'ils puissent vous faire la démarche. Par exemple, si vous avez des blocages au niveau de l'INPI. Mais du coup, la démarche d'immatriculation à proprement parler, elle ne passe plus par la Chambre des métiers. Elle passe directement par l'INPI. Je ne sais pas, là, j'essaie de trouver le numéro de la DGFiP parce qu'il y a quand même le numéro de la DGFiP pour la TVA, donc je vais essayer de le trouver là, vite fait. Sinon, non, il y avait des questions sur quand est-ce qu'on commence à payer des charges, je suppose, cotisation. Est-ce que c'est dès que. On va le voir dans le diaporama. On le voit après. Généralement, c'est à l'encaissement. C'est la question posée, c'est à l'encaissement quand on a récupéré, quand on a été payé qu'on paye ses cotisations, qu'on déclare, on fait ses déclarations et qu'on paye ses cotisations sociales. On ne va pas vous faire payer si vous n'avez pas touché les sous encore, bien entendu. Ok. Et alors, je vois qu'il y a des questions sur le support de présentation. Je redis ce que j'ai dit tout début de webinaire.
vous aurez dans l'après-midi le replay ainsi que le support de présentation. Voilà, donc vous pourrez revenir sur tout ce qui est dit aujourd'hui. Oui, ça en a fait 4-5, 4-5, mais je crois que c'est plus à jour. Ouais. Maintenant, en fait, nous, ce qu'on dit, c'est de contacter. En fait, il y a quelqu'un qui a demandé le numéro de la Direction générale des finances publiques. Nous, habituellement, hein, pour toutes les questions qui concernent la fiscalité d'un auto-entrepreneur, il faut passer par le service d'impôt des entreprises. Et ça, en fait, pour contacter le service d'impôt des entreprises, il faut aller il y a un annuaire sur Internet que vous pouvez trouver pour contacter le service d'impôt des entreprises le plus proche de chez vous. Oui, d'accord. J'ai une question d'une personne qui apparemment est handicapée. Elle demande si une personne handicapée peut devenir auto-entrepreneur. Bien sûr, il n'y a pas de problème avec ça, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Ok, bon. Allez, je vous laisse continuer et je reprends les Merci. questions. Hein. Merci. Donc, médiateur, c'est bon, c'est passé? Le médiateur, c'est passé. Alors, du coup, vous avez évidemment pour vos prestations des factures que vous devez remplir. D'ailleurs, concernant les factures, vous avez un modèle de facture qui est disponible sur notre site autoentrepreneur.ursaf.fr, un modèle PDF que vous pouvez télécharger. Donc, outre les informations personnelles et les coordonnées du client, vous devez absolument mentionner la mention d'entrepreneur individuel sur l'ensemble de vos documents, du coup, et vous devez également le mentionner sur le compte bancaire que vous dédiez à votre activité, du coup. Ce qui ne vous empêche pas d'ajouter le nom commercial que vous souhaitez. Hein. Pour ce compte bancaire, du coup, il est obligatoire uniquement si on dépasse un certain chiffre d'affaires annuel qui est de 10 000 euros sur 2 années civiles consécutives. Sinon, ce compte bancaire dédié, il n'est pas obligatoire, il est fortement conseillé par rapport à sa comptabilité, mais il n'est pas obligatoire. Et du coup, cette obligation, elle ne concerne pas les comptes professionnels. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte professionnel, mais par contre, il faut avoir un compte personnel qui soit dédié à votre activité d'auto-entrepreneur. Et vous avez aussi, malheureusement, une taxe du coup qui peut être due quand vous êtes artisan et commerçant, ce qu'on appelle une taxe pour frais de chambre de commerce et de chambre des métiers et de l'artisanat, du coup, qui peut être due. Elle est due uniquement si vous dépassez sur l'avant-dernière année le chiffre d'affaires de 5 000 euros. Vous pouvez retrouver les montants via notre site. Hein. Ils vont de 0,01% jusqu'à 0,4% au maximum. Ok, merci. Du coup, les principes de paiement par rapport aux auto-entrepreneurs, donc on en parlait, il y a deux périodicités. Il y a la périodicité mensuelle et la périodicité trimestrielle qu'on choisit du coup dans le cadre de l'immatriculation et qu'on peut modifier de toute manière jusqu'au 31 janvier de l'année suivante ou dans le cadre du droit à l'erreur dans les 90 premiers jours de début d'activité. France Travail, eux, préfèrent, on le verra d'ailleurs ensuite, la périodicité mensuelle par rapport au calcul des indemnités chômage. Du coup, ça permet de ne pas avoir des régularisations du coup, qui arrivent ensuite parce que eux, pour leur calcul, ils se basent sur les mensualités. Du coup, dans l'ensemble de ces cotisations, vous avez des taux qu'on va vous montrer ensuite. Il y a un forfait social, du coup, avec l'intégralité de votre couverture sociale qui est dans le taux de cotisation que vous réglez. Donc, en l'occurrence, ça comprend l'assurance maladie, l'invalidité de décès, les allocations familiales, la retraite de base et la retraite complémentaire et la CSG. À cela s'ajoute, en fonction de votre secteur d'activité, un taux pour la contribution à la formation professionnelle, du coup, qui va de 0,1% à 0,3%. Vous pouvez opter pour ce qu'on appelle le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Alors là, c'est important de considérer que à partir du moment où vous optez pour ce prélèvement libératoire, vous ne pourrez pas demander ensuite le remboursement au niveau de la Direction générale des finances publiques. C'est-à-dire qu'il faut bien s'informer avant de demander ce prélèvement libératoire. Vous avez d'ailleurs des simulateurs qui sont présents sur le site des impôts, du coup, que vous pouvez utiliser pour savoir à partir de quel montant de chiffre d'affaires ça peut être intéressant de le demander. Vous avez une condition qui est de ne pas dépasser un revenu fiscal de référence pour le foyer fiscal, du coup, par part qui est de 29 315 euros sur N-2. C'est-à-dire là, en l'occurrence, on a mis pour 2024 le dernier plafond. Du coup, je vous disais que vous aviez la possibilité de le changer. Pareil, dans le cadre du droit à l'erreur dont je parlais dans les 3 premiers mois, ou avant le 30 septembre de chaque année pour une application l'année suivante. Pour la cotisation foncière des entreprises, du coup,
elle est due à partir de la 2e année d'activité. C'est les municipalités qui fixent le taux minimum pour la cotisation foncière des entreprises. Et elle est due, pareil, sur le même plafond que pour la taxe pour les chambres consulaires. Du coup, si jamais vous ne dépassez pas un plafond de 5 000 € sur l'avant-dernière année, vous n'avez pas à payer la cotisation foncière des entreprises. De toute manière, pour cette cotisation, il vous faut également vous reporter au niveau des impôts parce que c'est la Direction générale des finances publiques qui vous envoie l'avis de cotisation foncière des entreprises. Petit point, oui. question. Le versement libératoire, j'ai vu passer, c'est la part en fonction de ce que l'on déclare. On a sur cette activité donc d'indépendant, on va payer la part de l'impôt sur le revenu qui va directement à la DGFiP. Donc, c'est une sorte de prélèvement à la source, si vous voulez, tout simplement. Voilà. Alors, une question sur peut-on créer plusieurs entreprises, enfin micro-entreprises avec différentes activités? Non, on ne peut pas créer plusieurs micro-entreprises, mais par contre, on peut avoir jusqu'à 15 activités sur son auto-entreprise. Donc, c'est impossible de créer plusieurs auto-entreprises, mais par contre, on peut faire une procédure d'adjonction d'activités au niveau de l'INPI. En fait, c'est un formulaire de modification d'entreprise et on ajoute les activités qu'on souhaite ajouter. Et derrière, c'est pareil, c'est comme pour le reste. Tout est envoyé automatiquement, notamment à l'URSSAF. Et c'est intéressant d'ailleurs de pouvoir creuser par rapport à ces adjonctions d'activité parce que nous, pour une auto-entreprise, dans ces déclarations, ce n'est pas l'URSSAF qui peut indiquer du coup le régime fiscal, la case sur laquelle déclarer, puisque le régime fiscal est prioritaire sur le régime social. Donc, quand on ajoute une activité, pour savoir comment la déclarer, il faut connaître le régime fiscal de cette activité et du coup, contacter les impôts pour savoir quel régime fiscal correspond à telle activité, pour savoir dans quelle case vous devez le déclarer. Mais par contre, vous pouvez avoir 10, 15 activités. Toutes ces activités, elles se déclareront au niveau de la même déclaration mensuelle ou trimestrielle. C'est-à-dire que vous allez juste ajouter, du coup, dans le secteur d'activité correspondant, les chiffres d'affaires et les additionner si vous avez plusieurs activités. Parfait. Et la contribution foncière des entreprises, pareil, ça relève des impôts. Je vais passer quel est le montant. Je ne pourrais pas vous le définir, c'est eux qui la définissent. Donc, je vous renvoie vers les impôts, bien entendu. Ok, on a une question de quelqu'un qui dit « Mon fils a 17 ans, est-ce que je peux ouvrir ma micro-entreprise avec lui ?» Alors, il faut qu'il soit… il faut qu'il y ait des conditions. Ouais. Il faut qu'il soit un mineur émancipé, il me semble. Ouais. C'est ça. Question… Je sais qu'on peut les trouver sur notre… On peut la trouver là. Sur auto-entrepreneur.ursaf en question, il y a la réponse à ça. Évidemment, maintenance technique en cours sur le site. Donc, on ne peut pas y avoir accès. Mais vous l'avez dans la section « Une question » si vous voulez avoir l'information. Vous avez les conditions de création et vous avez les mineurs. Avec un mineur. Ouais. Ok, parfait. Il y avait une question qui était sur le chiffre d'affaires. Si pas de chiffre d'affaires, est-ce qu'on doit payer des cotisations? Non, c'est ce que du coup tu disais tout à l'heure. S'il y a absence de chiffre d'affaires, 0, vous avez l'obligation par contre de faire la déclaration. Et il faut que vous ayez fait une déclaration à 0. Mais du coup, comme c'est calculé par rapport à un taux, il n'y a pas de cotisation sociale. Voilà. On ne paie que ce qu'on déclare, bien entendu. On n'a pas de minimal. Donc, c'est la différence avec un statut, on va dire, classique, d'un travailleur indépendant classique, où là, il y a des minimales et donc, on valide forcément des droits grâce à ça. Donc, il y a le revers de la médaille, c'est-à-dire que lorsqu'on ne fait pas de déclaration et que c'est à 0, ces périodes-là ne sont pas validantes au niveau des autres partenaires du régime social, du régime de sécurité sociale, notamment. Voilà. Et ça, c'est une différence fondamentale avec le régime réel que j'évoquais tout à l'heure pour les entrepreneurs individuels. C'est-à-dire qu'au régime réel, effectivement, vous avez des cotisations minimales qui vont habituellement de 1 500 à 3 000 € par an, même en l'absence de revenus. Donc ça, c'est intéressant de le considérer. D'accord. Peut-être une dernière question, c'est peut-on, en entreprise individuelle, réaliser saisonnièrement un CDD comme salarié dans une autre entreprise le temps que l'entreprise décolle? Oui. Oui, il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de problème sur le cumul des statuts de salarié et d'indépendant. Il n'y a pas d'ailleurs, à part si dans le contrat de travail, vous avez des clauses qui font que vous n'avez pas le droit d'avoir une auto-entreprise à côté. Mais s'il n'y a pas de clause dans le contrat de travail, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Par exemple, moi, je travaille à l'URSSAF, je n'ai pas le droit de me mettre en auto-entreprise pour faire du montage d'auto-entrepreneur, quoi. Parce que, oui, bien entendu. Ok.
Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bien entendu, même si on est salarié d'un côté et qu'on est travailleur indépendant de l'autre, c'est pas le fait qu'on soit salarié, qu'on paye des cotisations sociales d'un côté, on n'en paiera pas de l'autre. Des fois, il y a des questions se posent. Sinon, il y aurait une divergence de concurrence. Si moi, je ne paye pas de cotisation en tant qu'auto-entrepreneur, je mets tout le monde dans l'embarras, dans la concurrence, quoi. Voilà. Ouais. Il n'y a pas Parfait. d'exonération. Je vous laisse continuer. Je suis sur l'ACRE, du coup. L'ACRE, donc, c'est l'aide Excusez-moi. à la création et à la reprise d'entreprise. Du coup, ça, c'est une exonération dont vous allez voir la durée ensuite. Là, vous avez les conditions. Donc, il faut répondre à une seule des conditions qui est indiquée, que vous pouvez bien sûr retrouver sur notre site. Les plus courantes, hein, c'est les demandeurs d'emploi indemnisés et les non indemnisés inscrits 6 mois au cours des 18 derniers mois, ou bénéficiaires du RSA, ou jeunes de 18 à 25 ans. Voilà, ça, c'est les plus courantes. Et encore une fois, il faut répondre à une seule de ces conditions et il faut nous fournir, bien sûr, le justificatif qui va avec cette condition. Il y a bien sûr une autre condition qui est de ne pas en avoir bénéficié pendant 3 ans, du coup, à partir de la dernière période où vous en avez bénéficié. Ça, c'est important de le savoir. C'est-à-dire, imaginons que vous avez bénéficié de l'ACRE, je dis n'importe quoi, de 2022 jusqu'à janvier 2023. Nous, on prendra janvier 2023, du coup, pour les 3 ans dont je parle. Si vous avez des questions par rapport à ça, que vous avez déjà une activité et que vous voulez savoir en reprenant une activité si vous allez pouvoir en bénéficier de l'ACRE, n'hésitez pas à nous contacter. On fait du cas par cas sur ça. Au moins, comme ça, vous serez sûr, vous n'aurez pas de mauvaises surprises, quoi. D'accord ? Vous avez également un autre critère, du coup, si vous avez déjà été indépendant et que vous reprenez la même activité, il faut un délai de carence de 1 an. Ouais. Voilà, entre les deux activités. Du coup, les taux auxquels vous êtes assujettis avec l'ACRE, du coup, les taux, ils sont indiqués ici, les plus courants. Donc, du coup, c'est en prestation de services artisanales et commerciales. Vous avez un taux à 10,6%. On vous a d'ailleurs ajouté ce qu'on n'avait pas précisé précédemment, c'est-à-dire les taux du versement libératoire quand vous voulez lisser l'impôt sur l'année. Du coup, c'est 1,7% pour de la prestation de service, 2,2% pour les autres prestations de service. Voilà, pour les plus courants. Il y a aussi quelque chose qu'il est important de savoir avant de demander cette aide, c'est que du coup, cette aide, elle ne dure pas tout à fait 1 an, elle dépend de votre début d'activité, c'est-à-dire que en fait, elle dure jusqu'à la fin du trimestre qui suit votre date de début d'activité, plus 3 trimestres civils. On a pris des exemples là, du coup. Par exemple, si vous créez votre entreprise le 24 mars 2026, vous aurez un bénéfice de l'ACRE qui durera jusqu'au 31 mars pour la fin du trimestre. Et donc, du coup, plus 3 trimestres civils, on arrive au 31 décembre, du coup, 2026 pour la durée de cette exonération qui est à peu près équivalente à 50% d'exonération. Voilà, pour résumer, l'ACRE, j'aime bien dire comme ça, l'ACRE, il faut essayer, pour en bénéficier, on fait le formulaire et tout ça, mais comme on prend la date d'affiliation, le mieux, c'est de s'inscrire le premier jour du premier mois d'un trimestre. Comme ça, au moins, on a la totalité du droit ACRE. Voilà, tout simplement, on évite de perdre plusieurs jours sur l'ACRE ou voire plusieurs mois des fois. Tout simplement. Voilà. Et à ces taux-là, on peut signifier également qu'il faut ajouter la contribution à la formation professionnelle. Est-ce qu'il y a peut-être des questions par rapport à l'ACRE, qui est souvent un sujet qui pose pas mal d'interrogations? On doit demander à l'inscription sur l'INPI. Oui, ça c'est là, par exemple, pour l'inscription sur l'INPI, vous avez une case du coup pour pouvoir demander l'ACRE directement. Et sinon, si vous oubliez de cocher la case, via notre site, page d'accueil, comment faire pour demander l'ACRE, vous retrouvez toutes les informations. Il y a le formulaire qu'il faut remplir et il y a le lien de messagerie avec le formulaire de contact pour directement nous envoyer la demande. En théorie, il faut l'envoyer dans les 45 jours qui suivent la date de début d'activité. Le truc, c'est que si vous l'envoyez avant que la finalisation soit faite, ils vont attendre le service de gestion, mais on faut bien entendu attendre la finalisation de votre affiliation pour traiter l'ACRE. Donc, oui, ça sera en stand-by le temps de la mise à jour du dossier, quoi. C'est normal. Et il y a aussi une autre indication qu'on peut donner, c'est que du coup, dans un premier temps, tant que vous n'êtes pas affilié, vous n'avez pas accès à votre espace en ligne. Donc, si votre ACRE est accepté, on vous envoie l'URSSAF vous envoie un mail directement, du coup, et ce mail, on l'a bien indiqué d'ailleurs dans les acceptations d'ACRE, dans les mails,
fait normalement auprès de France Travail office d'attestation. Donc, du coup, si vous voulez demander ce qu'on appelle l'ARS au niveau de France Travail, qui est un capital sur vos indemnités chômage, ben, du coup, France Travail est censé accepter ce mail d'acceptation de l'ACRE que l'on vous envoie, si c'est accepté. Parfait. On a une question sur le délai moyen du traitement de la demande ACRE. Vous avez des Oui, c'est 30 jours. 30 jours, ok. À peu près sur des délais de traitement, on est, si vous voulez, quand on a des appels suite à déjà une première demande, c'est-à-dire qu'on appelle ça une relance, hein, on estime qu'on essaie d'activer, en fait, on met urgence sur cette demande au bout de 30 jours, à partir de 30 jours. Donc, voilà. Les délais de traitement sont à peu près 30 jours. Et si on ne vous répond pas sous 30 jours, c'est considéré implicitement comme accepté. Parfait. Et j'ai l'impression que certains n'ont pas compris où et quand on demande l'ACRE. Est-ce que vous pouvez peut-être le repréciser? Sur le site de l'auto-entrepreneur, déjà, il y a cette possibilité. Chez nous, ça se fait du coup via le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Encore une fois, page d'accueil, juste en dessous, enfin tout en bas de la page d'accueil, du coup au-dessus de la zone grise qui est tout en bas, vous avez comment faire pour demander l'ACRE. Et là, vous avez toutes les étapes où on reprend les conditions avec le justificatif à fournir, le formulaire de demande ACRE à remplir du coup, et la synthèse également de dépôt de la formalité au niveau de l'INPI. Voilà, ça, c'est les 3 documents qu'il faut fournir. Et vous avez le formulaire de contact qui est présent sur notre site. Je parlais de l'INPI, vous avez également une case que vous pouvez remplir au niveau de l'INPI où vous allez être redirigé vers notre site du coup pour faire cette demande. On a une question de cumul entre l'ACRE et un minima social qui est l'ASS. Je suppose que c'est cumulable. Oui, tout à fait. Cumul 2, pardon, j'ai pas entendu. En fait, entre l'ACRE et l'ASS, qui est une indemnité à France Travail. Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Oui, tout à fait. Quand on parlait tout à l'heure des conditions demandeurs d'emploi indemnisés et non indemnisés, l'ASS, c'est une indemnisation de France Travail. Donc, ça fait partie des critères, du coup, pour pouvoir bénéficier de l'ACRE. J'ai vu aussi vite passer, par rapport à l'âge pour la demande d'ACRE, il y a d'autres critères de possibilité pour en bénéficier. Donc, il faut voir si on rentre dans ces critères autres que l'âge. Ok, parfait. Parfait, on avance peut-être? Allez. Maintenant, nous allons parler du calcul de ces cotisations et revenir également sur le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Alors, les taux de cotisation dans ce qu'on appelle le régime de croisière, donc du coup, vous avez eu les taux avec l'ACRE tout à l'heure, maintenant vous avez les taux au régime de croisière, du coup. Le seul qui a été modifié cette année, c'est celui des autres prestations de services, du coup, pour avoir de meilleurs droits au niveau de la retraite complémentaire. Et du coup, il est passé de 24,6% à 27,6%. On vous a remis du coup les taux de versement libératoire. Et il faut bien également comprendre que le chiffre d'affaires que vous déclarez, donc le chiffre d'affaires, c'est l'ensemble des factures que vous avez encaissées au cours de la période déterminée. Et du coup, il faut déclarer un chiffre d'affaires hors taxe, évidemment. Si vous êtes assujetti à la TVA, c'est toujours le chiffre d'affaires hors taxe qu'il vous faut déclarer. Bien sûr, il vous faut ajouter la CFP et la taxe pour frais de chambre du commerce ou des métiers. CFP, c'est la contribution foncière, la contribution professionnelle de formation, en fait, qui permet en fait de valider chaque année des droits pour financer en fonction de son activité professionnelle. On va vous renvoyer sur des centres de formation dédiés en fait qui vont vous dire le montant de la prise en charge qui est possible grâce à ça. Il est indépendant du compte formation en tant que salarié. Du CPF, compte personnel de formation. Modalités de déclaration et de paiement. Alors, du coup, les modalités de déclaration et de paiement, vos déclarations, évidemment, elles doivent être faites obligatoirement en ligne via l'un des supports que l'on propose, c'est-à-dire soit l'application auto-entrepreneur URSAF, soit via notre site directement pour la connexion. La déclaration du chiffre d'affaires, comme on le précisait tout à l'heure, elle est obligatoire même si vous n'avez pas de chiffre d'affaires, vous avez un chiffre d'affaires à 0. On vous laisse un temps assez important du coup en début d'activité pour pouvoir faire ces déclarations et les modifier. Il est de plus de 90 jours après votre date de début d'activité. C'est-à-dire que nous, du coup, dans ces 90 jours, il y a le délai d'affiliation dont on parlait tout à l'heure, de 4 à 6 semaines. Et du coup, on laisse un délai supplémentaire pour les premières déclarations pour que vous puissiez les modifier
en cas d'erreur. Du coup, si vous percevez des allocations France Travail, on l'a dit tout à l'heure, eux préfèrent des déclarations mensuelles pour le calcul des indemnités. Vous pouvez, du coup, pendant ce délai d'affiliation, fournir à France Travail ce qu'on appelle des attestations sur l'honneur, du coup, qui sont des documents légaux le temps que vous puissiez faire vos déclarations via notre site ou via l'application, du coup. On va revenir tranquillement sur une petite question. On avait apparemment, ça a été, c'était donc le versement libératoire. Donc, si on n'est pas imposable, bien entendu, il vaut mieux ne pas le prendre. Ça sert à rien de payer une partie d'impôt sur quelque chose qui n'est pas assujetti. On revient sur le hors-taxe pour les déclarations. Oui. Quand on déclare, on ne va pas payer des cotisations sociales sur la part qui est TVA, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que la TVA, bon, si vous devez la facturer, c'est-à-dire si vous avez dépassé les seuils ou que vous avez demandé du coup ce numéro de TVA intracommunautaire, ça peut être intéressant si vous travaillez avec des professionnels pour pouvoir la déduire. Du coup, cette TVA, vous n'avez pas à l'ajouter au chiffre d'affaires que vous devez déclarer. Par contre, le chiffre d'affaires, c'est l'ensemble de la prestation. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez des commissions, vous travaillez avec des plateformes, vous avez des commissions, du coup, même si elles sont prélevées à la source, elles sont comprises dans le chiffre d'affaires, donc dans l'ensemble de la prestation. Et ça, il faut les inclure au chiffre d'affaires que vous allez déclarer. Les déclarations, vous le faites sur le site de l'auto-entrepreneur.ursaf.fr, effectivement. Et après, si vous avez auprès de France Travail, vous devez faire valoir vos droits ou quoi, oui, je pense qu'il va falloir auprès de France Travail déclarer aussi le montant de ce qui a été perçu sur la période déterminée, tout simplement. Et si vous avez des justificatifs à leur fournir, vous avez bien sûr des justificatifs de déclaration que vous pouvez télécharger directement sur vos déclarations ou dans l'historique. Pareil, si je veux passer, si vous avez la hache, vous pouvez travailler et bénéficier du statut auto-entrepreneur aussi. Il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Sur les déclarations, les modalités de déclaration en ligne, est-ce qu'il y a eu des questions spécifiques qui ont été posées, Joël? Je ne sais pas. Non, il y a des questions. Il y a une question intéressante. Est-ce qu'on nous généralistes. notifie qu'un dépassement de TVA ou non? Justement, non. Il faut faire une demande de numéro de TVA pour être sûr de ne pas être rattrapé derrière par les impôts par rapport à la facturation de la TVA. Donc, il faut faire une démarche proactive pour demander ce numéro de TVA. Ce n'est pas automatique. Non, j'allais dire, il y a des questions sur le LACRE, mais là, sur cette thématique-là, j'en vois pas des masses. Allez, je vous laisse continuer peut-être. Tout à l'heure, je l'évoquais, comment savoir si BIC ou BNC, Oui. ça c'est les impôts, c'est le régime fiscal du coup qui vous dit si votre activité est en BIC ou en BNC du coup. Ça sera présent sur un document qui s'appelle le mémento fiscal sur votre impôt professionnel du coup. Vous créez un compte impôt professionnel et vous avez cette information. On peut bien entendu cumuler retraite et micro-entreprise. Après, je vous renvoie à la CARSAT pour pas qu'il vous sucre une partie de votre pension. On ne sait jamais, quoi. Je crois qu'il y a en fonction s'il y a taux plein ou taux. Si c'est un taux plein, c'est possible, c'est libéralisé, donc il n'y a pas de souci. Si vous êtes à taux minoré, je ne suis pas convaincu qu'ils acceptent des gros dépassements, quoi. Et c'est comme les salariés, pas d'exonération de cotisation, même retraite, même dans le cas où on est retraité. La question devra être posée demain. La CARSAT sera présente. Merci. Du coup, on en parlait, les supports pour pouvoir déclarer. Donc, notre site, du coup, et l'application mobile que vous pouvez retrouver sur l'App Store ou sur Play Store. Dès que vous faites la déclaration, vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas de calcul à faire. À partir du moment où vous avez déclaré votre chiffre d'affaires, nous, avec votre taux de cotisation, on calcule le montant à payer et vous avez plusieurs modes de paiement. Du coup, vous avez soit ce qu'on appelle le télépaiement. Là, vous êtes prélevé du coup le lendemain de la date jusqu'à laquelle vous pouvez modifier la déclaration. Si on prend par exemple l'exemple du mois de décembre, il y avait jusqu'à hier, jusqu'au 2 février, du coup, pour faire la déclaration. Donc, pour les cotisations du mois de décembre, vous seriez prélevé du coup en date d'aujourd'hui, pour prendre un exemple. Et sinon, vous pouvez utiliser carte bancaire virement. Là, vous pouvez régler dès que la période de déclaration est terminée. Donc, si vous avez déclaré décembre le 1er janvier, vous pouvez régler dès le 1er janvier avec ces modes de paiement.
À quoi elles servent, vos cotisations? Elles servent à une protection sociale, du coup, hein, évidemment. Donc, dans le forfait social qu'on évoquait tout à l'heure, du coup, il y a en majorité votre couverture santé, votre couverture retraite et la couverture également par rapport aux allocations familiales, du coup. Tous les travailleurs indépendants, du coup, et les professions libérales sont rattachés à une caisse primaire d'assurance maladie qui est celle de votre département de résidence, du coup. Les prestations les plus courantes, alors là, si vous avez des questions spécialisées par rapport à ces prestations, évidemment, il faudra vous reporter sur la caisse primaire d'assurance maladie. Mais les prestations les plus courantes, c'est le remboursement des frais de santé, médicaments, hospitalisation, les indemnités journalières. Vous avez également la possibilité, si vous répondez aux critères, d'avoir la complémentaire santé solidaire et d'avoir une protection sur l'invalidité, décès, la prévention. Et il y a également une action sociale au niveau de la caisse primaire d'assurance maladie en cas de problème de santé particulier, d'handicap, d'invalidité, etc. Oui, les travailleurs indépendants, en fait, ils ont les mêmes droits maintenant que les salariés, hein. Ils sont rattachés au régime général dorénavant. Donc, on les renvoie forcément sur amélie.fr. Oui, pas de cotisation chômage au titre de l'auto-entreprise. Oui, c'est bien de le signaler. Et pas de pas de cotisation par rapport aux accidents professionnels, maladies professionnelles. Voilà, alors c'est pas juste pour préciser, parce que c'est souvent cette question. Donc, sur ces deux risques, on va vous renvoyer toujours sur des assurances de droit privé, hein, voilà, bien entendu. Cette démarche-là de fait de ne pas payer ces deux risques-là, c'est les instances représentatives des artisans commerçants qui l'ont voulu, parce qu'ils estiment de ne pas avoir à payer plus que ça déjà. Ils payent déjà beaucoup pour eux. Et donc, comme ils préfèrent cette manière-là de ne pas cotiser sur ces risques chômage et ce risque accident du travail. Ensuite, donc on passe à Ensuite, vous avez sur l'assurance maladie, donc les prestations dont je parlais pour les frais de santé, hospitalisation, etc., ça c'est ce qu'on appelle des prestations en nature du coup. Et les prestations en espèces, c'est du coup les indemnités journalières, c'est-à-dire ce qu'on vous verse en cas d'arrêt maladie. Du coup, c'est calculé sur la base de la moyenne des revenus sur les 3 dernières années, ce qu'ils appellent eux le RAM, le revenu annuel moyen. Du coup, donc pour calculer le revenu, ils mettent en place l'abattement dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui peut correspondre également aux frais professionnels, et du coup qui est de 50% par exemple pour les prestations de services artisanales. Donc ils prennent cette base de calcul en revenu sur la base des 3 dernières années. Évidemment, il faut vous reporter vers eux. Oui. Bien sûr. Alors, s'il n'y a pas de cotisation, comme je vous ai dit, hein, les droits, on ne cotise pas, on est sur du minima, quoi, hein. Au niveau de la santé pour Amélie, je crois que c'est vraiment un chiffre qui est très, très faible, hein, si on a, pour l'indemnité journalière, s'il y a un chiffre d'affaires à zéro. Pareil, hein, chiffre d'affaires à zéro pour la CARSAT, ça va être compliqué de valider des trimestres, hein. Quand l'assurance maladie va calculer vos droits santé, il ne faut pas confondre le revenu, comme a expliqué Léo, le revenu, on va dire, entre guillemets, réel, et votre chiffre d'affaires, qui, lui, on attend l'abattement pour calculer le véritable revenu sur lequel ils vont calculer vos droits indemnité journalière. Donc, il y a bien cette distinction entre revenu et chiffre d'affaires, hein. Faut pas l'oublier, ça. Voilà, après vous avez les autres risques qui sont couverts, risques ou pas d'ailleurs, hein, qui sont liés à votre situation du coup. Évidemment, vous avez l'allocation forfaitaire de repos maternel si vous avez des enfants en bas âge. Pour la paternité, c'est seulement les indemnités journalières, hein, du coup, la couverture pour le moment, pour les indépendants. Pour les accidents du travail, on en parlait, il y a la possibilité de souscrire à une assurance volontaire, du coup, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Évidemment, comme les salariés ou d'autres statuts, vous pouvez souscrire pour la complémentaire à une mutuelle. Et voilà. Merci. Ensuite, vous avez l'assurance retraite, donc on en parlait. Il y a 2 types de cotisations, la retraite de base, notamment avec les trimestres de retraite auxquels vous cotisez et la pension, et la retraite complémentaire au niveau de la Girarco ou de la CIPAV si vous êtes en profession libérale. Le mode de calcul de la retraite de base,
c'est le même que celui des salariés, hein, c'est 50% du revenu moyen sur les 25 meilleures années, du coup. L'invalidité décès, également, du coup, pour le calcul de la pension, on prend le revenu annuel moyen perçu sur les 10 meilleures années. Pareil, on va vous renvoyer à chaque fois pour ces questions-là. Le mieux, c'est de voir avec les spécialistes, hein. Donc, la CPM pour les droits à santé, la CARSAT pour la retraite. Oui, quand je vois, si je travaille en parallèle, quel régime s'applique à la CPM? Ça sera toujours la CPM, de toute façon. Voilà. Nous prendrons ensemble l'ensemble de vos revenus. Mais quand il dit si je travaille en parallèle, du coup, la couverture sociale qui est prédominante, c'est le régime général toujours. Hein, c'est la couverture qu'on a en tant que salarié si on est salarié. Voilà. Donc voilà, sur l'ensemble du traitement au niveau des droits retraite, c'est pareil. On parle du revenu, donc on ne parle pas du chiffre d'affaires. Donc il faut bien faire cette distinction-là. Hein. Pour l'invalidité, c'est pareil. Hein, le RAM de l'invalidité se calcule de la même manière que les autres. Donc on renvoie toujours sur les partenaires dédiés, donc CPM ou CARSAT pour ça. Là, vous allez voir un petit slide qui suit. Alors, on renvoie toujours vers les organismes concernés, mais vous pouvez quand même faire des simulations via notre site, hein, du coup, mon-entreprise.ursaf.fr. Vous avez la possibilité, du coup, en rentrant votre chiffre d'affaires, de connaître votre protection sociale et notamment le nombre de trimestres que vous pouvez accumuler en fonction de votre chiffre d'affaires. Là, vous voyez, on a pris l'exemple des professions libérales, du coup, du chiffre d'affaires qu'il faut avoir. Alors, on parle de chiffre d'affaires annuel, hein, qu'il faut avoir pour accumuler un certain nombre de trimestres de retraite. Comme les professions libérales cotisent un peu plus, du coup, les chiffres d'affaires pour accumuler des trimestres sont un peu plus élevés, du coup, pour les prestations de services artisanales et commerciales, hein, que ceux qui sont indiqués là. À la question, j'étais 25 ans salarié, est-ce que c'est ces années-là qui vont être prises en considération? Ils prennent les 25 meilleures années, donc sur les 40 et quelques années, ils prendront les meilleures. Si ça relève de l'auto-entreprise, ils la mettront dans vos 25 meilleurs, voilà, tout simplement. S'il n'y a pas des réformes d'ici là, encore de la CARSAT. Il dit, pouvez-vous mettre le lien ici? Je pense qu'on pourra le mettre sur le simulateur, tu sais, mon-entreprise.ursaf.fr. On va vous le mettre. Sans problème. Et après, juste, je rappelle que demain, on aura la CARSAT, on aura Florence Bonicel de la CARSAT, et donc elle pourra répondre à toutes vos questions sur la retraite. Et vendredi, on a l'assurance maladie qui sera là et qui pourra répondre aussi à toutes vos questions sur ces sujets-là. Pardon. Merci, Joël. Les autres assurances que vous pouvez avoir, du coup, au niveau de la caisse des allocations familiales, il y a des prestations, des allocations familiales, des prestations pour le logement. Donc là, pareil, il faut vous reporter vers la caisse d'allocation familiale. Vous pouvez également bénéficier potentiellement de ce qu'on appelle la prime d'activité, hein, en fonction de votre chiffre d'affaires. La formation professionnelle, tout à l'heure, on l'a évoqué aussi, vous êtes affilié à un fonds de formation en fonction de votre activité, du coup, qui est présent sur une attestation que vous avez chez nous qui s'appelle l'attestation de contribution à la formation professionnelle. Vos droits à la formation, ils dépendent habituellement des cotisations à la formation que vous avez versées l'année précédente, du coup. Et eux, votre fonds de formation, ils peuvent prendre en charge, par exemple, des frais de formation si la formation est éligible ou directement par rapport au prix de la formation, une partie du prix de la formation. Enfin, du coup, pour le chômage, comme on l'évoquait aussi tout à l'heure, c'est non couvert dans le forfait social auquel vous cotisez, mais il y a la possibilité de cotiser à un organisme privé. Merci. On peut du coup sortir de ce dispositif de l'auto-entreprise. Peut-être qu'on fait un point. Allez, on peut faire un petit point sur les questions, peut-être. Ouais, je vous ai mis le lien pour mon entreprise. Bon, il est sur certaines choses, c'est un peu encore version bêta. Voilà, c'est en mode bêta, mais ok. J'ai une question, si je reviens un peu en arrière. Peut-on rajouter une activité à son entreprise quelques mois après la création? Tout à fait, ouais. Quand on veut, tant que l'auto-entreprise est active, on peut faire une adjonction d'activité sans problème. Ok, alors je crois que j'ai déjà répondu, mais je la repose encore la question. Combien de revenus pour valider des trimestres? Et le problème, c'est que là, on reporte vers le simulateur parce que ça dépend du secteur d'activité. En fait, si vous voulez, comme il y a une distinction, en fait, il y a des abattements qui diffèrent en fonction de l'activité professionnelle.
chaque chiffre d'affaires va avoir un abattement qui va. Bon, il y en a trois, il y a à peu près trois abattements différents, mais c'est par ces abattements qui vont reconstituer le revenu. Donc, Mais moi, si vous voulez avoir une idée, moi, sur les prestations de services artisanales et commerciales, pour avoir 4 trimestres, il faut à peu près avoir autour de 14 000 euros de chiffre d'affaires. Du coup. Tout à l'heure, vous aviez les professions libérales, on était plus autour de 11 000 euros. Sur la prestation de services artisanales et commerciales, il faut quand même avoir autour de 14 000 euros de ce que j'ai vu pour accumuler les 4 trimestres. Mais voilà, encore une fois, on renvoie. On va vous renvoyer à la CARSAT. Même moi, j'avais fait une présentation auprès d'eux. Je leur avais demandé. Ils m'avaient dit c'est très compliqué de répondre à ça par des chiffres, en fait, parce qu'ils ont une clé technique de répartition qui fait que pour calculer les droits, c'est pas si simple en définitif. Donc voilà, je privilégie sur ce statut-là de voir avec eux pour se renseigner au niveau des validations de trimestre. D'accord. J'ai vu passer un petit truc pour les organismes de formation. Lorsque vous allez faire votre demande, on va vous envoyer une attestation, nous, comme quoi vous avez contribué à la formation professionnelle pour tel montant sur l'année. Petit rappel, du coup, comme c'est toujours défini par rapport à votre activité professionnelle, cet organisme de formation, il y aura indiqué sur l'attestation lequel il faut contacter avec le numéro de phone et le lien mail. Voilà. Et quand je parlais d'avoir cotisé sur l'année précédente pour bénéficier de droit à la formation, si vous commencez en cours d'année, là, du coup, cette année 2026, il faudra patienter du coup jusqu'à 2027 pour avoir des droits à la formation, du coup, parce qu'il faut toujours avoir cotisé sur l'année précédente. Que ce soit une année civile complète ou une partie de l'année, hein, mais en tout cas, il faut avoir cotisé sur l'année précédente. Ouais, si on n'est pas imposable, ne prenez pas au début le versement libératoire. Attendez un peu, ça ne sert à rien de le prendre tout de suite. Ok. J'avais une question peut-être, Joël ? Ouais, j'avais noté une question sur le statut d'auto-entrepreneur. Est-ce qu'il permet de protéger mon concubin et ma maison en tant que propriétaire? Alors, automatiquement, il y a la séparation des patrimoines. Hein. Donc oui. Oui, donc oui. Ok. Pouvez-vous, alors mais vous avez répondu, hein, pouvez-vous rappeler le minimum imposable pour le versement de l'impôt? Il me semble que vous avez répondu, mais non. Je ne crois pas. Non, en fait, j'imagine qu'il demande du coup le montant de chiffre d'affaires qu'il faut avoir pour être imposable. Ça, on reporte vers les impôts, hein, de toute manière. Oui, parce que ça va être défini en fonction de votre foyer fiscal, le nombre de parts et tout ça. Donc, je ne peux pas vous répondre sur ça, quoi. Non. C'est au cas par cas sur les impôts. Et pareil, il y a beaucoup de questions. Je sais bien, il y a beaucoup de questions sur la TVA. Je vous renvoie au service des impôts dédiés, en fait, parce que c'est eux qui prennent en charge au mieux, en fait, cette contribution-là, quoi. Cette taxe-là. Tout à fait. C'est à eux qu'il faut la reverser et c'est à eux qu'il faut demander ce numéro de TVA. Oui, si vous avez des activités mixtes, et quelle est la principale c'est sûr que on peut revenir après, on pourra peut-être remodifier de la jonction suite à la jonction. Après, on peut peut-être. Normalement, c'est celle qui fait le plus de chiffre d'affaires, l'activité principale. Ça sera sur pièce qui le définiront en fait la principale, hein, tout simplement, quoi. C'est en fonction de votre chiffre d'affaires annualisé, quoi. Une question intéressante là. Si je suis marié, je suis obligé de mettre mon mari en associé ou je peux prendre seul? Lequel est mieux? En fait, je pense que c'est une question par rapport au statut de conjoint collaborateur, je pense. Ouais. Il y a la possibilité, quand on est auto-entrepreneur, pour son conjoint, d'avoir le statut de conjoint collaborateur. Et du coup, dans ce cadre-là, on cotise sur une fraction, soit une fraction du chiffre d'affaires, soit une fraction de ce qu'on appelle le plafond annuel de la sécurité sociale, du coup, qui est autour de 45 000 euros par an. Ça, c'est un choix qu'on fait au moment où, après avoir immatriculé, du coup, avoir ajouté la mention de conjoint collaborateur à son auto-entreprise. Et du coup, derrière, l'URSSAF vous propose une assiette sur laquelle cotiser et du coup, vous pouvez avoir une protection sociale par rapport à cette assiette. Petite subtilité, le statut de conjoint collaborateur ne dure que 5 ans. Hein. Donc, après, il faudra définir si il va être salarié, s'il y a un changement de statut, s'il va devenir votre associé, éventuellement, mais donc il ne pourra pas être plus de 5 ans. Voilà. Pour tout ce qui est ces questions-là de conjoint collaborateur pour un auto-entrepreneur, donc à partir du moment où vous avez l'accord, en fait, une fois que vous avez fait la démarche auprès de l'INPI, il n'y a pas de souci.
Par contre, chez nous, il y a un petit, entre guillemets, bug au niveau de l'appel de cotisation. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de ne pas recevoir les appels de cotisation en tant que conjoint collaborateur d'un auto-entrepreneur, parce que c'est assez long. Donc, j'invite les gens à mettre un peu de côté quand même le jour du rappel. Voilà. Ok, une question toujours sur les conjoints collaborateurs. Est-ce qu'un conjoint collaborateur peut créer sa micro-entreprise? Il peut cumuler, oui. Tout à fait. Ok. C'est possible. Et d'ailleurs, ces 2 cotisations passeront par son compte auto-entrepreneur. Mais il ne cotisera que sur l'auto-entrepreneur. Voilà. Ok. Allez, on vous laisse continuer. Vous avez encore quelques Merci. Oui. Alors, du coup, pour sortir du dispositif de l'auto-entreprise, du coup, il y a 4 manières différentes. Soit on bascule volontairement dans le régime réel d'imposition qu'on a évoqué également, soit du coup, on dépasse les seuils qui sont également dans ce diaporama, les seuils de chiffre d'affaires. Dans ce cas-là, vous recevez une lettre recommandée avec accusé de réception qui vous précise du coup que ces plafonds ont été dépassés et que vous basculez du coup dans le régime réel d'imposition. Si vous avez un chiffre d'affaires à 0 pendant 2 ans, du coup 24 mois, 8 trimestres, ou absence de déclaration, dans ces 2 cas, le Code de la sécurité sociale veut que vous soyez radié d'office du coup du statut d'auto-entrepreneur. Du coup, vous êtes radié au jour normalement de dépassement de ces 2 ans. Donc, c'est à chaque fois au 31 décembre de l'année. C'est sur les années civiles pour les radiations d'office, du coup. Et enfin, du coup, il y a la possibilité, évidemment, au niveau de l'INPI, le guichet unique qu'on évoquait tout à l'heure aussi, de faire une radiation d'activité au niveau de leur site. Les services en ligne qu'on propose, on a déjà évoqué du coup. Donc, ce à quoi vous avez accès en passant par l'application ou par le site, c'est à l'historique de vos déclarations du coup et les paiements, évidemment, le calendrier de vos déclarations et les dates jusqu'à ce que, les limites du coup pour pouvoir faire les dates d'exigibilité, ce qu'on appelle date d'exigibilité, les dates limites pour faire ces déclarations, la possibilité de télécharger les attestations dont vous avez besoin, c'est-à-dire d'affiliation, l'attestation fiscale, vigilance, c'est l'attestation qui dit que vous êtes à jour de vos cotisations et de vos déclarations du coup, des attestations de chiffre d'affaires et enfin l'attestation de contribution à la formation professionnelle. Également, la possibilité de télécharger des relevés de situation. Donc ça, il faut nous contacter du coup pour avoir ces relevés de situation comptables qui sont sur des documents séparés pour ce qui concerne les années d'affiliation. Et évidemment, vous avez la possibilité de passer par votre messagerie sécurisée pour faire des demandes directement auprès de nous. En début d'activité, vous pouvez souscrire à une offre qu'on appelle « Mes premiers mois avec l'URSSAF » qui est sur notre site autoentrepreneur.ursaf.fr. C'est un accompagnement qui dure 9 mois, qui vous permet d'avoir un rendez-vous avec un conseiller dédié à cette offre, de recevoir des newsletters tous les mois, du coup, qui vous rappellent vos obligations et les principales étapes auxquelles vous êtes contraint du coup en tant qu'auto-entrepreneur. Et enfin, vous avez la possibilité de participer à des webinaires du coup qu'on vous propose par rapport à votre statut. Si vous envisagez d'embaucher un salarié, du coup, vous avez un service qui s'appelle le titre emploi-service qui facilite toutes vos démarches, que ce soit la déclaration préalable à l'embauche, les déclarations sociales nominatives, un accueil commun du coup, pour tous les organismes de protection sociale. Ça peut-être que tu avais un mot à dire par rapport à ça. Tu disais que c'était à Toulouse, il me semble. Non, c'est donc en fait sur chaque site, il y en a un donc à Toulouse, c'est les sièges quoi. Sur chaque site siège, on a développé un accueil commun où en fait il y a des bornes en fait qui permettent aux usagers de se présenter, donc ils viennent poser leurs questions auprès pour l'URSSAF. Et après, nos agents, ils sont aussi formés sur des réponses niveau 1 sur l'ensemble des autres partenaires de la sécurité sociale. Et à ce titre, donc, si vous avez l'accès à votre espace, il peut vous accompagner sur les différents sites partenaires pour que vous effectuez vos démarches, notamment, quoi. Donc, il y a cette modalité-là. Je reviens aussi sur l'accompagnement des employeurs pour la première embauche. Donc, ça, c'est si vous développez votre activité. Il y a aussi cette possibilité d'être accompagné
en fait, c'est la première année où on fait sa déclaration, on a un premier employé, pour voir si on ne fait pas d'erreurs déclaratives, tout ça. Donc ça, c'est assez intéressant. La question sur les entreprises en difficulté. Donc, si vous avez des soucis, l'URSSAF a intégré aussi un service d'aide sociale. Donc, on a la possibilité de vous accompagner sur plusieurs sujets, notamment quand il y a des intempéries, quand il y a eu des incendies. Donc, c'est tout ce qui est catastrophe naturelle. Il y a également, si vous avez la possibilité il y a une possibilité de prendre en charge une partie de vos cotisations, si vous respectez certaines conditions, bien entendu, hein. C'est-à-dire si vous avez déjà fait des versements, notamment, si vous avez une certaine durée d'activité, mais on peut vous aider à prendre en charge certaines cotisations. Il y a aussi la possibilité de donner financièrement de l'argent sur un compte pro s'il y a un souci au niveau, je ne sais pas, par exemple, vous êtes boulanger, votre four il est cassé, on peut aider à financer ça. Voilà, entre autres choses. Tu parlais de l'accueil commun. Sur nos plateformes libre-service, vous pouvez évidemment avoir accès à tous les organismes de la sécurité sociale. Hein. Vous connectez à l'assurance maladie, à l'assurance retraite sans problème. Nous, on peut vous orienter à ce niveau-là. L'action sociale, que tu évoquais, elles existent, hein, ces actions sociales, dans les autres organismes de la sécurité sociale. On ne va pas s'y attarder. Évidemment, l'assurance maladie, c'est par rapport à tout ce qui concerne des problèmes de santé qu'on peut avoir ou de facilitation du maintien à l'emploi en cas, par exemple, d'invalidité ou de handicap. Ça, il faut s'orienter vers eux pour bénéficier de cette action sociale. Et pour l'assurance retraite, évidemment, c'est si jamais vous êtes proche du départ à la retraite, eux peuvent vous accompagner et vous aider à ce niveau-là. Notre action sociale, du coup, elle passe par une commission du coup de protection sociale des indépendants qui se réunit tous les mois du coup et qui étudie tous les dossiers. Hein. Sébastien en parlait, du coup, que ça soit par rapport à des aides ponctuelles, des problèmes ponctuels, intempéries, problèmes. Voilà, vous remplissez en fait, donc les dossiers sont disponibles sur le site de l'URSSAF aussi, à télécharger. Et donc après ça, le gestionnaire va prendre en compte votre demande, il risque de vous appeler, de faire un point, il va vous demander peut-être des pièces justificatives. Et après, donc, vous passez devant ce conseil où il y a des administrateurs qui sont élus, qui sont des gens qui sont travailleurs indépendants ou à la retraite du travailleur indépendant, et qui vont attribuer ou pas un certain montant d'aide qui sera défini par eux, par cette commission. Commission qui est extra-légale et donc on ne peut pas contester. Voilà, aussi le montant. Il y a un site d'ailleurs qui est dédié à toutes les actions sociales de tous les organismes qu'on peut vous mettre dans le chat. Du coup, c'est sécu-indépendant au pluriel.fr. Là, vous avez l'ensemble des actions sociales qui sont proposées avec les formulaires et les conditions auxquelles il faut répondre pour pouvoir en bénéficier. Du coup, on va le mettre dans le chat. La CIPAV également a son action sociale dédiée. Merci. Enfin, du coup, on a fait un petit focus peut-être. On va voir, pour les questions, peut-être s'il y a des questions. Un petit point question. Alors, on va peut-être finir les 2-3 slides qui manquent. Sur la session d'hier, j'essaie de voir. Ce que je vous propose, c'est qu'on finisse les 2-3 slides qui manquent et on fait un temps de questions-réponses. J'en ai noté quelques-unes. Oui. Qu'est-ce qui vous manque là? Il vous manque international, et puis moi je vais rappeler quand même la suite des web-séries. Il ne manque que l'international. Voilà, on finit l'international, allez, c'est parti. Alors, du coup, sur la mobilité internationale, nous, on a un service dédié, un numéro de téléphone qui a été dédié du coup à la mobilité internationale. Il y a 2 situations types. C'est soit la situation de détachement pour un exercice temporaire où là, vous continuez de cotiser. De toute manière, on cotise dans un seul pays par rapport à sa protection sociale. Donc, dans le cadre d'un détachement, c'est une activité limitée dans le temps à l'étranger, du coup, qui ne peut pas excéder 24 mois. Et dans le cas d'une pluriactivité, si vous exercez du coup une activité régulière dans un autre pays, du coup, ça passe par un formulaire qu'on appelle le formulaire A1 qu'il faut nous demander directement, du coup. Et du coup, dans ce cadre-là de la pluriactivité, vous pouvez cotiser soit dans le pays où vous avez exporté votre activité, soit en France. Merci. Voilà. Ensuite, nos réseaux sociaux. Voilà, de toute façon, on fait toujours la promotion de notre chaîne YouTube parce qu'il y a pas mal de
de choses qui sont très intéressantes dedans. Le compte X, on m'a dit qu'il était fini, donc il n'existe plus. Instagram, TikTok, bon voilà. Le site internet autoentrepreneur.urssaf.fr, bien entendu, il est super intéressant. Et surtout, si vous avez l'onglet, comme il en a parlé Léo, il y a un onglet pour les questions, il y a tout dedans. C'est vraiment hyper intéressant. On a donc, je termine sur ça aussi, on a un numéro de téléphone dédié, le 36 98 pour les indépendants. On a un live chat aussi qui est super parce que là, vous avez directement quelqu'un, comme Léo ou comme moi des fois, qui répond sur votre dossier. On peut donc agir dessus assez rapidement aussi, donc ça, c'est intéressant pour aller assez vite, hein, pour info. On a notre accueil commun, on a nos agences qui sont la plupart du temps sur rendez-vous. Sinon, vous pouvez venir aussi regarder sur le site de l'URSSAF pour voir les horaires. Donc, avec ou sans rendez-vous. L'avantage du rendez-vous, c'est qu'on prépare en amont le rendez-vous. Donc, après, derrière, on vous rappelle, on fait un point s'il manque des justificatifs et tout ça. On sait aussi que vous êtes occupé, donc on essaie d'éviter des déplacements intempestifs avec le coût que ça représente. On essaie de faire le maximum. Voilà. Que dire d'autre? Pour le live chat, du coup, pour nous contacter via ce canal, vous avez le petit chatbot sur notre site, Oui, du coup, en bas à droite. aussi, Donc, si vous précisez que vous souhaitez du coup parler à un conseiller, du coup, on vous oriente directement sur un conseiller dédié. Et peut-être on a des réseaux sociaux aussi pour URSSAF LR. Hein. Il me semble que Véro voulait qu'on l'évoque. Je sais pas par quel. Je ne les vois pas, moi. Non, mais je crois qu'ils y sont pas. Mais bon, on a aussi nos propres chaînes pour l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, avec indiqué URSSAF LR. Bon, voilà, donc merci à vous de nous avoir écoutés. Hein, merci pour votre participation. Merci à Ladi également de nous avoir invités. On va prendre 5 minutes de questions-réponses si vous êtes d'accord. Juste rappeler, avant que tout le monde parte, qu'on on a encore 3 webinaires d'ici fin de semaine. Demain, avec la CARSAT Midi-Pyrénées qui viendra présenter en fait la retraite et vous expliquer comment ça fonctionne. Jeudi, pour tous ceux qui ont des besoins financiers, l'ADI présentera son offre financière et vous pourrez voir si c'est intéressant pour vous. Et vendredi, il y aura l'assurance maladie qui sera là pour parler de la complémentaire santé et l'accès aux soins. Voilà. J'en profite pour vous dire que semaine prochaine, on organise un webinaire pour les personnes qui ont besoin de financement des petits cafés en distanciel pour venir évoquer vos projets et on essaiera de répondre à vos questions de façon individualisée. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez ici le QR code pour vous inscrire, mais vous le recevrez aussi avec l'envoi du replay et du support de présentation. On va garder 5 minutes, les 12h10, à 12h15 on arrêtera, mais je vous propose qu'on réponde à quelques questions. J'en ai noté quelques-unes. Je vais vous les balayer. Je suis dans un logement social, est-ce que je dois avertir mon bailleur et est-ce que je vais perdre mon logement si je me matricule en tant que micro-entreprise? Non. Je ne vois pas en quoi on serait éjecté de son logement social si on est auto-entrepreneur. Non, il n'y a pas d'obligation à ce niveau-là. Même si je pense que la question, c'est par rapport au fait que comme l'adresse professionnelle est souvent à l'adresse de domicile, du coup, est-ce qu'on doit le déclarer au bailleur? Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'obligation à ce niveau-là. Ok. Si on est radié du statut d'auto-entrepreneur, votre numéro de SIRET reste-t-il à vie ou pas? Et non, du coup. Le numéro SIRET, en fait, il est dépendant du SIREN, qui est son identification d'entreprise. Et du coup, à partir du moment où on n'a plus d'établissement actif, on n'a plus de SIRET, du coup, plus de SIREN. Donc, même si on réimmatricule une auto-entreprise à la même adresse, on a un nouveau SIRET qui nous est attribué. Donc, Ok. ce ne sera pas le même. Parfait. La bascule dans le régime réel, est-ce que c'est payant? Non plus, non. D'ailleurs, je ne sais pas si on l'a précisé, mais l'immatriculation est gratuite pour une auto-entreprise. Oui, c'est gratuit. Après, les services CCI, CMA, ils ont un service d'accompagnement qui est payant.
c'est pas non plus très cher, je D'ailleurs, crois. j'ai dit entre 50 et 60 euros, je crois que maintenant c'est plus cher. Ouais. D'ailleurs, Mais non, bon, l'INPI, c'est gratuit. Après, s'il y a des difficultés, effectivement, vous êtes accompagné par les chambres consulaires. Pareil, notre accompagnement, j'ai vu passer, c'est gratuit aussi. Hein, on ne va pas vous faire payer parce qu'on a personnalisé votre accompagnement. Hein, entendu. Tout est service public labellisé, tout est gratuit, tout est voilà. Il n'y a aucun souci avec ça. Ok, parfait. J'ai vu passer, moi aussi, SARL et auto-entrepreneur. Oui. Le statut, c'est-à-dire que il va s'inscrire, mais le statut d'auto-entrepreneur va être, entre guillemets, écrasé au niveau de la gérance SARL. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas faire ses déclarations par période mensuelle ou trimestrielle. Il fera sa déclaration à la DGFiP, il déclarera ses revenus en tant que gérant, il déclarera aussi son chiffre d'affaires en tant que, on va dire, micro, mais il n'aura pas le statut simplifié qui fait qu'il fera les déclarations au mois ou au trimestre. Voilà. Nous, pour ajouter son revenu d'auto-entrepreneur à l'assiette du coup de cotisation, et on mettra en place l'abattement qu'on a évoqué. Du coup, on prendra ses revenus de gérant de SARL et on ajoutera le revenu après abattement pour son auto-entreprise. Et c'est sur cette base-là qu'on calculera les cotisations. Exactement. J'avais une question sur une micro-entreprise peut-elle avoir des salariés? Point d'interrogation. Je ne comprends pas, ce n'est pas une entreprise individuelle. Alors, votre réponse? Ah, si, alors ça reste une entreprise individuelle, mais on va avoir, je crois, 2 salariés, je crois, pour une auto-entreprise. Oui, il y a un minima, alors je ne suis pas sûr d'être 2, mais effectivement, il va y avoir la création au niveau de l'URSSAF. Donc, d'un compte, il a son compte dédié auto-entrepreneur, mais il va être rapproché après d'un autre service que le nôtre, le service régime général, où là, il aura ses obligations donc, déclaratives auprès de ses salariés. Il y aura les cotisations patronales et salariales à payer. Tout à fait. Ouais. Et du coup, il peut passer par le service qu'on a évoqué tout à l'heure, le titre emploi-service, voilà, ou première embauche. Ok. Donc, on a dit également que les minima sociaux, ARE, RSA sont cumulables avec la création d'une micro-entreprise, mais j'ai quand même une question qui est à partir de quel moment je ne pourrai plus bénéficier de mon allocation? Exemple, le RSA. Et ça, le problème, c'est que ça dépend des critères de France Travail par rapport au chiffre d'affaires qui est déclaré. Moi, là, je ne peux pas donner d'informations. Donc, il faut se rapprocher de son conseiller France Travail. De le définir, ça serait trop risqué pour moi de dire ça m'entend, franchement. Je ne m'aventurerai pas. Ok. On a une question sur quid des dom-tom. Est-ce que tout ce que vous avez dit là, c'est valable aussi pour nos amis de l'outre-mer? Alors, au niveau de l'accompagnement de quasiment tout, oui, c'est valable. Les taux sont différents. Hein. Il y a une spécificité de dom-tom, donc là, il faut se rapprocher. Sur le site de l'URSSAF, c'est expliqué aussi. Il y a les taux en fonction de là. On va essayer de vous les mettre là, le lien pour les taux dom-tom. On va vous les positionner. Ok. Oui, spécificité dom-tom, effectivement. Ouais. Ok, parfait. Alors peut-être une dernière question de compréhension. Quelle différence entre CCI et chambre consulaire pour les néophytes? C'est la chambre consulaire, en fait, je le définis, ça peut être la chambre du commerce et de l'industrie, ça peut être la chambre des métiers et de l'artisanat. Voilà, j'appelle les chambres consulaires, en fait, ces chambres-là. En fait, c'est la chambre du commerce, c'est pour les commerçants, et la chambre des métiers et de l'artisanat, c'est pour les artisans. Voilà, c'est la différence fondamentale, elle est là. C'est-à-dire que si vous avez des questions du coup par rapport à votre activité, que vous êtes artisan, vous allez vous orienter vers la chambre des métiers et de l'artisanat. Et si vous êtes commerçant, auprès de la chambre du commerce. Ce secteur d'activité, de toute manière, vous le connaissez à partir du moment où vous avez choisi votre code APE, qui est le code qui définit votre activité au moment de l'immatriculation. Du coup, comme vous avez un fonds de formation, vous avez la catégorie qui est indiquée sur votre statut juridique. Donc, vous savez de toute manière si vous devez vous rapprocher de la CCI ou de la CMA, si vous devez prendre un rendez-vous. Les rendez-vous sont gratuits d'ailleurs auprès des conseillers de la Chambre du commerce et de la Chambre des métiers. Si vous avez de la moindre question par rapport aux différents statuts juridiques, et vous avez sûrement des professionnels aussi qui sont dans le même secteur d'activité que vous et qui peuvent vous accompagner. Parfait, 12h16, je viens de vous remettre le replay d'hier ainsi que le support à télécharger. Je vous laisse le faire, le télécharger, et nous, on va vous quitter. Je vous remercie à tous les deux parce que ça a été... C'était pas évident d'animer un webinaire où il y a 600 personnes, mais bon, voilà, je pense qu'on a eu les informations essentielles.
que vous recevrez de nouveau cet après-midi par mail, puisque vous allez recevoir de nouveau, je vous le redis, le support de présentation ainsi que le replay. Voilà. Merci. Et Merci à quant à vous, moi, merci à Eladi. Et puis, si vous avez des questions autres, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos services, on est là pour ça. Voilà. ouais, super, Merci à merci tous beaucoup. d'avoir assisté à cette présentation. Merci beaucoup. Et moi, Merci. je vous retrouve demain avec la CARSAT qui viendra présenter et répondre à vos questions sur la retraite. Voilà. Merci Bonne beaucoup. Bonne continuation à journée. vous. Au Merci revoir. à vous. Continuation, merci, Au bonne Au journée. revoir.